cette leçon, nous allons voir des paramètres associés à une population. On a déjà vu les distributions ou les modèles de probabilité associés à des populations, que ce soit dans le cas discret ou dans le cas continu. Maintenant, nous sommes en mesure d'aller un peu plus de l'avant et de considérer des paramètres associés à une population. Alors, comme d'habitude, une introduction. Puis après, nous allons parler des moyennes et variances d'un échantillon. Et de là, on passera aux paramètres d'une population, d'abord dans le cas discret, puis paramètres dans le cas continu. Donc, on voit bien qu'avant d'aller vers les paramètres d'une population, que ce soit dans le cas discret ou dans le cas continu, nous allons nous familiariser avec cette notion de paramètres à travers les données, donc à partir de ce qu'on appelle un échantillon. Introduction. Pour réviser les salaires des employés dans un certain secteur, on peut vouloir se baser sur un salaire typique, du genre salaire moyen ou encore le salaire le plus fréquent. L'ensemble des employés dans ce secteur est notre population de base. Et le salaire représente la caractéristique à étudier. Donc, nous avons une population qui est l'ensemble des employés dans ce secteur et la caractéristique à laquelle nous allons nous intéresser, c'est le salaire de ces différents salariés. On peut aussi, dans cette révision, chercher à réduire un grand écart éventuel entre les petits et les grands salaires. Et pour cela, on a besoin de connaître la ventilation des salaires du plus petit au plus grand. Donc, voilà une motivation de ce que nous allons faire maintenant. Une population de salariés. L'objectif, c'est une révision des salaires et il y a des points d'appui sur lesquels nous allons décider cette révision. On a proposé les deux salaires typiques qui sont soit le salaire moyen de tous les salariés, soit le salaire le plus fréquent, c'est-à-dire le salaire où il y a un grand groupe de gens qui le partagent. Mais on s'est proposé aussi, à travers cette révision, éventuellement de réduire des écarts, s'il y en a, entre les grands salaires et les petits salaires pour les ramener à être le plus proche possible. Ce ne sera pas l'égalité, ce n'est jamais vrai dans la réalité, mais disons que notre objectif, c'est de réduire un grand écart éventuel entre ces différents salaires. Alors, revenons aux deux salaires typiques dont nous avions parlé. Ces deux salaires typiques sont dits respectivement moyenne et mode de la population. Donc le salaire moyen, on l'appelle moyenne, et le salaire le plus élevé, on l'appelle mode de la population. Pour mesurer la ventilation des salaires, donc pour éventuellement chercher à réduire les écarts, on peut utiliser la variance de la population qui sera introduite dans la suite. Donc cette notion de variance deviendra beaucoup plus claire dans la suite. Donc voilà, les deux salaires, on a qualifié le premier de moyenne et le deuxième de mode, et on s'est donné un instrument appelé variance qui va nous permettre d'avoir une idée sur la ventilation de ces salaires et de voir si besoin il y a de faire une révision de telle sorte que les écarts soient réduits. Alors, moyenne et variance d'un échantillon dans un premier temps avant d'aller vers la population. Un échantillon de taille n est tout simplement un groupe de n individus tirés d'une manière convenable de la population. Donc, à ce niveau-là, nous allons nous contenter de dire que cet échantillon-là est tiré de manière convenable de la population. Et ce terme convenable se précisera au fur et à mesure que ce cours progresse. Mais il faut quand même dire qu'on ne peut pas
l'utiliser n'importe comment, parce qu'après tout, nous voulons que cet échantillon-là représente une photo fidèle de la population, parce que c'est sur cet échantillon que nous allons nous baser pour prendre une décision de révision de salaire. Et donc, il faudrait qu'il soit plus ou moins représentatif de cette population, bien que ce terme n'est pas assez précis jusqu'à maintenant, mais je crois que personne n'a du mal à comprendre ce que ça voudra dire après représentatif. Alors, si le tirage est tel que tous les individus ont la même chance d'apparaître dans l'échantillon, on parlera d'un échantillon aléatoire. Donc, un échantillon aléatoire, pour l'obtenir, il suffit tout simplement de faire en sorte que n'importe quel individu dans la population, les salariés dans cet exemple, ait exactement la même chance que n'importe quel autre d'être tiré dans l'échantillon. Donc, c'est un tirage qui doit être aléatoire et n'exclut personne de la possibilité d'être représenté dans l'échantillon. Bien évidemment, à la fin, on n'aura que n individus, mais il faut que le tirage soit fait de telle sorte que, au départ, personne n'ait à exclure de cet échantillon. Alors, notre population, qui est la population des salariés, peut être assimilée à l'ensemble des salaires de tous ses membres. Donc, au lieu de rester collé à la population en tant qu'une collection d'individus, nous allons supposer que nous disposons d'un listing, d'une liste des salaires de ces différents salariés et que finalement, cette liste représente la population. C'est la même chose. Et alors, pour un échantillon n'est rien d'autre que n salaires pris dans cet ensemble. Donc, au lieu de prendre un individu dans cette population de salariés de manière aléatoire pour un échantillon aléatoire tel qu'il a été introduit auparavant, on peut prendre uniquement n salaires dans une liste qui représente le salaire de tous les salariés. Et donc, nous avons de manière interchangeable une population qui est soit celle des individus, soit celle de leur salaire. Donc, venons-en à la notion de moyenne d'un échantillon. Soit S1, S2, Sn, un échantillon. Nous avions dit qu'un échantillon sera pris dans la liste des salaires, donc voilà, nous avons n salaires pris dans la liste des salaires et nous les avions appelés S1 jusqu'à Sn. Le nombre Sm, qui est tout simplement la moyenne arithmétique de ces salaires, donc leur somme divisée par le nombre total de ces salaires, est dit moyenne de l'échantillon. On le note pour la simplification de l'écriture par la suite, et S indice M, c'est la somme des SI divisée par N. Donc voilà, la moyenne, c'est tout simplement la moyenne arithmétique qui est facile à comprendre. C'est la somme des salaires divisée par le salaire total, et ça nous donne une idée un petit peu sur la moyenne des salaires, ne serait-ce que pour cet échantillon. Alors, soit T1, T2, TK, les cas, différents salaires qu'on retrouve dans la population. Alors, quelle est la différence entre les SI et les TI? Les SI, ce sont les salaires des N individus pris dans la population. Les TI sont les différents salaires de tous les individus. Ce qui fait que les SI sont en fait certaines TI, mais il n'est pas nécessaire qu'un TI soit représenté une seule fois dans les salaires. Donc, si vous voulez, nous avons une liste de salaires, et il y a un nombre important de salaires, mais ce qu'on a retiré dans notre échantillon représente quelques valeurs, peut-être représentées plusieurs fois, parce qu'on retrouve 3 à 4 personnes qui ont le même salaire. T1, par exemple, donc les TI sont les vraies valeurs, les différentes valeurs, mais les SI, c'est les valeurs tirées dans l'échantillon. Et alors, le NJ ici est le nombre de fois qu'on rencontre TJ dans notre échantillon. Et alors, soyons clairs,
que puisque les TI sont les différents salaires dans toute la population, il se peut que dans l'échantillon, un des TI, on ne le retrouve pas. Ça veut dire que sa fréquence, NJ, est égale à 0 pour certaines valeurs. Alors, j'espère que les choses sont claires. Les SJ ou les SI sont les valeurs des salaires obtenus dans notre échantillon, mais les TI, ce sont les valeurs des salaires dans la population. Et une fois qu'on prend un échantillon, on retrouve quelques valeurs de TI. Donc certaines valeurs peuvent ne pas être là et leur NJ est nul, et d'autres valeurs sont vues plusieurs fois, et donc leur NJ, ce n'est pas 1, ça pourrait être 5, ça peut être 10, ça pourrait être n'importe quel entier qui représente la fréquence du salaire dans l'échantillon. Alors, maintenant, la moyenne SM, que nous avions déjà calculée comme moyenne arithmétique des SI, peut aussi s'écrire sous la forme SM est égal à N1T1 plus N2T2 plus N4TK divisé par N. Alors, d'où vient cette formule? Il vient de la formule précédente. Supposons que le premier salaire, c'était 1. Le fait qu'il y a N1 ici, ça veut dire que parmi les salaires que nous avions vus dans l'échantillon, ce T1 se répète N1 fois. Donc, on va voir un S1 plus un S3 plus un S7 qui va représenter la même valeur. Et alors, l'addition va devenir tout simplement une multiplication. Si vous avez 500 qui se répète 5 fois, au lieu de l'écrire 500 plus 500 plus 500, on écrit 5 fois 500. Et c'est la même chose pour les différents salaires. Bien évidemment, comme je l'avais dit tout à l'heure, puisque là, il y a tous les salaires possibles, un NI peut être égal à 0. Mais, comme on l'a déjà vu, diviser un NI par un N, ça nous donne une fréquence. Et alors, chaque NI divisé par N qui est là nous donnera FI. Et alors, le SM n'est rien d'autre qu'une combinaison des différents salaires multipliés par leurs fréquences respectives. Il est tout de même à noter que la somme des fréquences FI, qui représente la fréquence de TI, est égale à 1. Ça, c'est une évidence. Donc, voilà une autre façon d'exprimer notre moyenne, que nous avions tout à l'heure exprimée comme une moyenne arithmétique des SI, mais cette fois-ci, en termes des TI, c'est une combinaison linéaire et les coefficients sont les fréquences de chaque salaire possible. Alors, d'après cette deuxième écriture, on peut voir que SM est une moyenne pondérée des TJ. Les poids sont les FJ. Donc, au lieu de prendre une moyenne arithmétique, on prend une moyenne pondérée, ça veut dire des TJ multipliés par un poids. C'est comme ça qu'on parle de ce facteur FJ, on l'appelle poids, et alors le résultat peut être qualifié d'une moyenne pondérée. Maintenant, si nous revenons à notre SM tel qu'il était exprimé au départ, on peut remarquer que SM est exprimé en termes des SI, est aussi une moyenne pondérée, où les poids sont tout simplement tous égaux à 1 sur n. Donc, il y a S1 multiplié par 1 sur n, S2 multiplié par 1 sur n, donc finalement c'est une moyenne pondérée des SI, sauf que les poids sont tous égaux dans ce cas-là, et donc chacun est égal à 1 sur n. La moyenne est donc une valeur plus ou moins au centre de l'échantillon. Pourquoi elle est au centre? La raison est très simple. Dans notre échantillon, nous avons un ensemble de salaires. Ces salaires, il y en a des petits, il y en a des grands. Quand on fait la moyenne, on trouvera une valeur intermédiaire et donc il n'y a aucun problème à comprendre que la moyenne est plus ou moins au centre de l'échantillon. Si maintenant on remplace SI par SI plus U, la moyenne, de point de vue mathématique, on peut vérifier qu'elle devient SM plus U. Alors, qu'est-ce que ça veut dire remplacer SI par SI plus U? Supposons que finalement, il y a une augmentation uniforme pour tous les salariés. Donc, on leur ajoute tous la même somme, et cette somme-là est appelée U. Donc, SI plus U, c'est le nouveau salaire après augmentation. L'effet de cette augmentation ne fera que translater la moyenne de manière évidente par la même valeur U. Et cette observation nous permettra de dire
que la moyenne est en fait un indicateur de la position de l'échantillon. On dira que c'est un paramètre de position. Donc, notre échantillon, il est là où il est. Si on rajoute à tout le monde le même salaire, il va y avoir une translation de tous les échantillons vers la droite, et donc la moyenne, la nouvelle moyenne SM plus U va toujours nous indiquer la position de l'échantillon, donc il va nous le situer. Passons maintenant à la variance d'un échantillon. La variance de l'échantillon des salaires est définie par S carré, qui est égal à la somme des SI moins SM au carré sur N. Alors, SM, c'est la moyenne des SM. Et SI, c'est la transformation SI moins SM. Donc, nous avions déjà vu qu'on enlève des MI leur moyenne pour obtenir SI. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce paramètre, si on peut le caractériser ainsi? Il nous dit que nous sommes en train de calculer l'écart entre les SI et leur moyenne, l'élever au carré, faire la somme et tout diviser par N. On va voir tout à l'heure quelle est la répercussion de cette formule sur ce que nous voulons dire au départ pour réviser les salaires en vue de réduire les écarts. Mais regardons d'abord quelques propriétés de ce S carré. On peut vérifier qu'il a cette forme. Il est égal à une somme pondérée avec les poids comme étant FJ de ces différences. Donc ceci, c'est à peu près le même jeu que nous avions fait pour les moyennes. On peut le faire pour les variances et donc réexprimer le S carré en termes de TJ et de FJ. Et au lieu que ce soit une moyenne pondérée des SI moins SM au carré avec un poids 1 sur N, il devient une moyenne pondérée des TJ moins SM au carré avec un poids FJ, qui n'est pas nécessairement 1 sur N, qui est plutôt la fréquence d'apparition de ce salaire TJ dans notre échantillon. Alors, par définition, la variance de l'échantillon est une mesure de dispersion de l'échantillon. D'après la formule, on peut, sans trop de peine, remarquer que plus les SI sont dispersés, plus S carré est grand. Puisque de toute façon, le fond de la formule, c'était SI moins leur moyenne au carré. Donc, plus les SI sont dispersés, plus cette distance, si on peut la qualifier ainsi, SI moins SM au carré, est assez grande, ce qui fait que, globalement, on va trouver un S carré qui est assez grand. Et le contraire est aussi vrai. Plus les SI sont regroupés, donc proches de leur propre moyenne, plus ce S carré est petit. Donc, c'est pour cela qu'on l'a qualifié d'un paramètre qui permet de mesurer la dispersion des salaires dans notre échantillon. La racine carrée S de S carré est dite écart type. Donc, finalement, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Il nous arrive de l'utiliser, et c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Et bien évidemment, tel qu'il est défini, il est aussi une mesure de dispersion de l'échantillon. Alors, voyons un petit peu ce qui va se passer si on opère certaines transformations sur nos salaires. Si on fait subir au SI des transformations du type VI est égal à SI plus B, ou WI est égal à A fois SI. Donc, dans la première transformation, on fait une translation comme on l'avait fait déjà tout à l'heure pour voir ce qui se passe pour la moyenne. Mais ici, c'est une nouvelle transformation, c'est une multiplication plutôt par une constante. Alors, dans la première, on peut dire qu'on pense à une augmentation la même pour tous les salariés, mais dans la deuxième, on peut penser à une augmentation proportionnelle à chaque salaire. Donc, il n'est pas la même pour tous les salariés, donc chacun va obtenir un nouveau salaire qui est proportionnel au sien. Donc, par exemple, si A est égal à 2, WI serait 2 fois SI, et alors le WI, c'est des salaires doublés pour tous les salariés. La variance
DVI est aussi S carré. D'après la formule, on voit que lorsqu'on calcule la moyenne des VI, on trouve que c'est, comme on l'a déjà vu, c'est la moyenne des SI plus V. Et dans la différence, le B va partir et nous allons retrouver S carré. C'est un peu normal, parce que nous avions dit que le S carré, c'est une mesure de dispersion. Et alors, si nos salaires ils sont tous translatés de la même façon, leur dispersion reste la même et n'est pas changée. Par contre, pour cette transformation, la variance devient R carré, qui est A carré fois S carré. Et ceci découle tout simplement de la formule, parce que multiplier les SI par A, on va retrouver même la moyenne des W, c'est celle des SI multipliée par A, et alors, en faisant sortir le A du carré, on retrouvera un A carré, et donc nous avons une variance qui est différente de la variance des SI. Alors, voyons voir quelle est la répercussion de cette multiplication sur les salaires. Alors, si valeur absolue de A est plus grand que 1, et alors dans ce cas-là, A carré est plus grand que 1, il est normal de voir que R carré qui est égal à A carré S carré est supérieur à S carré. Donc finalement, cette façon d'augmenter les salaires de manière proportionnelle, mais avec un coefficient de proportionnalité qui est supérieur à 1, c'est-à-dire les augmenter vraiment, parce qu'avec un coefficient de proportionnalité inférieur à 1, on va les diminuer, rend la dispersion plus importante. Donc il n'est pas en faveur de la réduction des écarts auxquels on a pensé au départ. On devait s'y attendre, car la multiplication des SI par un tel A les rend plus dispersés. Donc avec un A plus grand que 1 en valeur absolue, ici je crois qu'il est irréaliste, je le prends dans un contexte mathématique, mais dans notre exemple, il n'est pas question de multiplier les salaires par un coefficient négatif. Ça n'aurait pas de sens. Donc, je garde quand même la valeur absolue pour que l'exemple puisse être généralisé à d'autres situations. Maintenant, une fois qu'on s'est familiarisé avec la moyenne et la variance d'un échantillon, nous sommes prêts à passer à paramètres d'une population dans le cas discret. Alors, on suppose que l'échantillon des salaires, SI, est un échantillon aléatoire. Je l'avais déjà expliqué tout à l'heure, ça veut dire que dans le tirage des N salariés dans notre échantillon, on les prend de telle sorte que n'importe qui aura la même chance d'être représenté dans cet échantillon. Dans ce cas-là, quand N devient de plus en plus grand, FJ tend vers la probabilité PJ de l'événement élémentaire TJ. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons déjà. La fréquence va tendre vers la probabilité du même événement. Et alors, la moyenne de l'échantillon tend vers la valeur mu, qui est exprimée comme ça. Alors, quelle est la différence dans cette expression de mu par rapport à la moyenne de l'échantillon? C'est que, au lieu d'avoir un F1 ici, on a un P1. Et ceci, c'était naturel, parce que le F1, avec N devenant de plus en plus grand, tendra vers P1. Donc, la combinaison que nous avions tout à l'heure, quand N devient grand, aura pour limite cette combinaison. Et cette combinaison, c'est ce qu'on va appeler mu. C'est cette valeur, justement, qu'on va appeler par définition la moyenne de la population. Donc, la moyenne de la population, ce n'est rien d'autre que la moyenne de l'échantillon. Mais quand la taille de l'échantillon, quand le nombre de salariés dans l'échantillon devient de plus en plus important, c'est un peu normal, parce qu'après tout, la moyenne de la population, on pourrait la calculer à partir directement de tous les salaires, et on le trouvera de manière exacte. Mais là, on s'est proposé de l'approcher par un nombre réduit de salariés, mais si on peut imaginer que ce nombre réduit peut devenir important, on va tomber sur la moyenne de la population. C'est une moyenne pondérée de TJ avec PJ comme poids. Ça, c'est quelque chose que nous avions déjà vu pour la moyenne de l'échantillon. Donc, c'est une moyenne pondérée, mais au lieu que ce soit les fréquences, c'est plutôt les poids maintenant. Alors, il n'est pas difficile de voir que PJ est la fréquence relative des TJ dans la population des salaires. Donc, si le FJ était la fréquence de ce salaire TJ dans l'échantillon, PJ, c'est plutôt la fréquence dans l'ensemble de la population des salariés. Et alors, mu,
représente en fait le salaire moyen de l'ensemble des salariés dans tout le secteur, qu'on aurait pu calculer si on voulait se donner la peine de le faire et prendre tous les salaires et faire un calcul exact. On tomberait sur cette valeur qui est mue, mais là, nous allons tout simplement l'approcher à partir du salaire moyen d'un groupe d'individus dans cette population. Alors, si on place les TJ sur un axe, et si on peut considérer que le point TJ est un point matériel de masse PJ, mu sera vu comme le centre de gravité de ce système matériel. Donc, ça, c'est une représentation un peu physique de la moyenne d'une population qui est en fait, en quelque sorte, un centre de gravité d'un système matériel. Ça n'a aucune importance, mais je crois que ça pourrait servir dans certains exemples de physique. Alors, de manière analogue, on définira la variance sigma carré de la population par sigma carré est égal à P1 T1 moins mu au carré, ainsi de suite. Donc, c'est comme on a défini la moyenne, mais il y a toujours la différence LV au carré pour chaque valeur des TI. On peut vérifier que c'est aussi la limite de S carré, la variance d'échantillon, quand N devient de plus en plus grand. Donc, pas de problème. La variance de la population, c'est en quelque sorte la variance de l'échantillon quand on a un échantillon de taille importante. Remarque, mu en tant que salaire moyen nous situe les salaires, c'est un paramètre de position. On l'avait déjà dit pour la moyenne de l'échantillon. Maintenant, nous avons un paramètre qui va nous positionner non seulement les salaires dans l'échantillon, mais les salaires dans toute la population. Sigma carré mesure la dispersion des salaires autour de la moyenne. De la même façon que la variance d'échantillon mesurait la dispersion des salaires dans l'échantillon autour de leur propre moyenne, maintenant, c'est le sigma carré qui mesure la dispersion des salaires autour de la moyenne mu. C'est un paramètre de dispersion. On peut aussi définir le mode de la population ou de l'échantillon par la valeur TJ qui correspond à la valeur PJ pour le mode de la population ou FJ pour l'échantillon la plus élevée. Donc, le mode de la population sera la valeur TJ correspondant à la valeur PJ la plus grande. C'est élémentaire. Donc, parmi les différentes valeurs de PJ, on prendra la plus grande et voir à quel TJ il correspond. Et ce TJ-là, on l'appellera mode. La médiane, c'est la valeur TK qui vérifie cette double inégalité. Alors, la somme de tous les salaires au-dessous de K, c'est supérieur à 1,5, et la somme de tous les salaires au-dessus de K est supérieure à 1,5. Donc, en quelque sorte, c'est une valeur qui va partager les salaires en deux de manière équitable, mais comme on est dans le cas discret, on ne peut utiliser que cette double formule pour caractériser la mode. Je crois que la mode sera définie de manière plus simple et ça nous aidera davantage à comprendre cette définition quand on va arriver au cas continu. Nous y sommes, paramètres d'une population dans le cas continu. Toujours un exemple, dans un grand stock d'ampoules qui est considéré comme une population, on s'intéresse à la durée de vie, qui est la caractéristique d'intérêt moyenne pour en informer la clientèle. Donc, on fabrique des ampoules et on voudrait mettre sur la boîte une durée de vie moyenne pour que les clients savent qu'ils achètent une ampoule de qualité qui va durer suffisamment longtemps, en moyenne bien sûr, parce que les ampoules n'ont pas la même durée de vie. Une grande valeur de la moyenne, elle est intéressante, mais à elle seule, elle n'est pas suffisante. On voudrait aussi savoir s'il n'y a pas un grand pourcentage d'ampoules dont la durée de vie est beaucoup plus petite que la durée de vie moyenne. Donc, on peut avoir une grande durée de vie, c'est rassurant, mais si jamais il y a tout de même un grand nombre d'ampoules qui se font griller bien avant d'atteindre cette durée de vie moyenne, eh ben, c'est pas assez intéressant. Donc, nous avons deux préoccupations. La première préoccupation, c'est la moyenne, et la deuxième préoccupation, c'est savoir si on n'a pas
de grandes valeurs qui sont inférieures à la moyenne. Alors, pour cela, on va prendre un échantillon aléatoire de n ampoules. Et on va considérer que les durées de vie observées, à 1 minute près, parce que de toute façon, ce n'est pas la peine d'aller les enregistrer à la seconde près, sont D1, D2, Dn. Comme on l'a déjà vu, les DI sont dans un intervalle AB. Les durées de vie varient de manière continue et nous ne pouvons pas, pour deux valeurs observées dans notre échantillon, dire qu'une valeur intermédiaire ne risque pas de se produire si on réobserve une autre ampoule. Donc c'est un intervalle, on a à répéter ça à maintes reprises. Comme dans l'exemple précédent, les DI que nous venons de voir sont les vraies durées de vie de notre échantillon, mais les TI qui sont là, ce sont les valeurs possibles d'une durée de vie. Donc toutes les valeurs possibles. Mais TJ n'est pas une valeur isolée, c'est en fait le centre d'un intervalle. Et ça, on l'avait déjà dit. Rappelez-vous que je viens de dire que la durée de vie, on va la noter à la seconde près. Donc on va tout réduire à la minute. Et alors, quand on voit qu'une ampoule a vécu tant de minutes, ça ne veut pas dire qu'elle a survécu exactement ce nombre de minutes, mais il se peut qu'il y ait 15 secondes de plus ou 29 secondes de moins. Donc la durée de vie représente un intervalle, et cet intervalle-là, on va le noter C indice I. Les CCI constituent une subdivision de notre intervalle AB, qui est la durée de vie, qui est l'intervalle balayé par toutes les durées de vie possibles. Donc finalement, nous avons une certaine subdivision. Une subdivision, ça veut dire qu'on va, les CJ divisent cet intervalle en sous-intervalles égaux, mais si on regarde leur union, on retrouve notre intervalle d'origine AB. FJ est la fréquence de TJ, donc de CJ dans l'échantillon. Alors, la moyenne de ce dernier est TM est égale à somme des FJ, TJ, calculée de la même façon que dans le cas précédent. Donc, c'est une moyenne pondérée, la moyenne des durées de vie. On est tenté de définir la moyenne de la population mu par cette formule en s'inspirant du cas discret. Puisque dans le cas discret, rappelez-vous, mu, qui est ici noté U dans ce cas continu, était la somme des PJ-TJ, parce qu'on a remplacé les fréquences par les probabilités, sachant que quand n devient grand, les fréquences tendent vers les probabilités. Cette tentative présente un petit problème, puisque TJ n'est qu'un représentant de CJ, comme on vient de le voir. Et donc, plus les CJ sont courts, plus la tentative est réussie. Donc, contrairement au cas discret, où les TJ étaient les vraies valeurs observées, là, le TJ, ce n'est qu'un arrondi de plusieurs valeurs, et il représente un intervalle. Donc, si cet intervalle-là est assez large, ce TJ représente mal cet intervalle. Il le représentera bien quand l'intervalle est assez court. Et dans ce cas-là, notre tentative est relativement bien réussie. Donc, nous allons noter cet intervalle comme étant TJ moins H, TJ plus H. Donc, H, c'est le plus ou moins qui est lié à l'arrondi. Alors, mais dans ce cas-là, c'est une limite quand H devient de plus en plus petit. Donc ici, contrairement au cas précédent, non seulement nous faisons tendre le nombre d'observations vers l'infini, donc nous le considérons de plus en plus grand, mais nous réduisons aussi la longueur des classes. Donc, si vous voulez, au lieu d'exprimer les durées de vie en termes de minutes, on peut penser à les exprimer de manière un peu plus précise en termes de secondes, et on obtiendra des intervalles beaucoup plus réduits. Et donc, l'approximation que nous nous sommes proposés d'utiliser comme valeur de la moyenne pourrait être relativement correcte, et qui, dans le cas où H devient carrément 0, c'est irréaliste, mais on peut le réduire davantage, on obtient exactement la moyenne. On peut montrer que si la distribution de la population a pour densité f de t, c'est toujours le cas pour une distribution moyenne, mu, c'est en fait une intégrale de la fonction g de t qui est t fois f de t entre a et b. Rappelez-vous que l'aire dont nous avions parlé tout à l'heure, c'était
l'intégrale sur ft. Alors que là, pour la moyenne, on multiplie t par ft pour obtenir une nouvelle fonction, et on va considérer l'aire entre a et b sous cette courbe, qui n'est pas ft, mais plutôt t fois ft, qui est aussi l'intégrale de cette fonction entre a et b. Mais cette façon de voir ceci, bien qu'on s'est proposé de trouver le moyen de calculer g de t, généralise en fait cette somme qui était donnée comme formule pour calculer la moyenne dans le cas discret. Donc si ici on a un nombre de valeurs isolées, donc on pouvait calculer la moyenne comme une somme, dans le cas continu ce n'est pas possible et la somme deviendra plutôt une intégrale. La variance sigma carré de la population est la limite de cette somme, avec le carré bien sûr, c'est très important, quand n devient de plus en plus grand et h devient de plus en plus petit. Donc c'est même chose pour la moyenne. On peut aussi récupérer la variance de la population en faisant tendre n vers l'infini et h vers 0. Donc il y a deux choses à faire de manière simultanée. Et nous pouvons aussi la voir comme une intégrale. C'est celle entre a et b de la fonction q de t, qui est t moins mu au carré multiplié par f de t. Donc si pour la moyenne on multiplie par t, pour la variance on multiplie par t moins mu au carré pour obtenir f de la variance de la population. La moyenne et la variance de l'échantillon sont de bonnes valeurs approchées de la moyenne et la variance de la population quand n est grand. Donc, on peut les calculer de manière directe à partir du modèle de probabilité si on dispose de notre densité f, mais sinon, on peut bien les approximer par la moyenne et la variance de l'échantillon, comme on l'a déjà vu, si on a un échantillon qui est assez important et en même temps des écarts qui sont assez réduits pour définir les classes. Et là, je le dis, quand les classes définissant la subdivision sont courts pour le cas continu, parce que dans le cas discret, le problème ne se pose pas. Alors, enfin, nous pouvons aussi parler des mêmes caractéristiques qu'on a évoquées pour l'échantillon, pour la population. Donc, le mode d'une population, c'est la valeur notée T indice mode, pour laquelle la densité ft est maximale. Donc, rappelez-vous que dans le cas discret, le mode, c'était la valeur pour laquelle la probabilité était la plus élevée. Ici, nous n'avons pas un tableau de probabilité pour définir le modèle, nous avons plutôt une fonction de densité. Et alors, c'est la valeur t qui va réaliser le maximum pour cette fonction de densité qu'on va appeler mode. Pour la médiane, c'est une valeur t, notée t indice med, est telle que la verticale passant par cette même valeur coupe la surface sous la courbe de densité en deux parties égales. Donc, si vous avez une densité qui a un axe de symétrie, comme on l'a vu dans un exemple, la valeur médiane, c'est tout simplement la valeur par laquelle cet axe de symétrie passe. Et donc, c'est simple, c'est la valeur qui va nous couper les surfaces en deux parties égales, et c'est ce qu'on va appeler mode. Donc, il y a certainement d'autres paramètres d'intérêt à évoquer, mais je ne crois pas qu'on puisse être exhaustif, peu importe, si vous voulez, le nombre de paramètres qu'on peut inclure. Je crois que nous avions donné les deux paramètres, surtout la moyenne et la variance, qui jouent un rôle important en statistique. Bien évidemment, le mode et la médiane ont aussi un rôle important, mais je crois que c'est largement suffisant dans ce contexte. Alors, avant de vous quitter, je vous invite pour toute question, pour toute demande d'exercice, s'il vous le faut, et pour tout autre éclaircissement, de tout simplement vous reporter au site web